Donc maintenant, nous passons... Mr. Ethan, you stay here, okay? And you will skip over the... Okay. Oui, il faut appuyer. Press on the button, please. Alors, Mr. Ethan, I will introduce you very shortly. I would like to Nous sommes tout d'abord très honorés par votre venue spéciale d'Israël pour cette conférence. Vous êtes un architecte renommé, mais j'aime citer vos débuts comme sculpteur parce que je pense que ça a été très important dans votre formation. Et citer également votre passion pour la pédagogie, l'enseignement. Vous êtes toujours professeur ou vous donnez des conférences au fameux Technion dont j'ai déjà parlé. Vous avez terminé donc il y a 3 ans d'enseigner, mais je suis sûr que vous récidivez sous forme de conférences diverses et variées. Vous êtes lauréat du très prestigieux Israel Prize for Architecture, qui a couronné une œuvre où la préoccupation sociale de l'architecture est au centre, que ce soit pour construire des bâtiments publics, de l'habitat social ou des villes nouvelles. Vous avez eu de très importants contrats, notamment dans le Golfe Persique. Vous avez dénoncé la dérive de l'architecture spectacle, sur laquelle a conclu Michael Sidor, dans de très nombreuses et courageuses prises de position publiques qui ne vous ont pas fait que des amis. Vous avez été l'élève au Technion de la 2e génération du Bauhaus en Israël. Aussi, nous sommes très curieux de connaître votre témoignage sur la persistance de cet héritage. Okay. Now it's my turn. Yes. Good evening again. Nice to have been invited me for talking about the Bauhaus, and especially in Bauhaus in Israel, and in particular Moni Van Rab, who was my teacher. It's okay. Bauhaus is now 100 years old. There are very few systems in our changing world, fast-changing world, that exist so long and are still alive and kicking. What's the matter with this particular philosophy of architecture like the Bauhaus, that it's still there around us and still kicking and still people are dealing with it as a system? I think that the first thing is its flexibility. Second... Okay, so we have to translate, Mr. Ethan. Wait a bit. Otherwise, she will be exhausted, you know. Already? Yes, please. Okay. Yes, please. Donc d'abord, bonsoir, merci de m'avoir invité et merci surtout de m'avoir invité pour dire quelques mots du mouvement de l'école Bauhaus et de l'école Bauhaus en Israël. Parce que peu de mouvements ont réussi à traverser le siècle, comme l'a fait le mouvement Bauhaus, qui, dans un monde qui bouge aussi vite, qui évolue aussi rapidement qu'aujourd'hui, l'école Bauhaus, le mouvement Bauhaus est encore vraiment bien vivant. So it's not only its flexibility. The name is very simple, Bauhaus. You just have building and house. Nothing to do with the futurism or constructivism. It's a very simple thing. We are talking of business, of building and house. What does it mean? What is a house? What we are feeling in a house? What we need in a house? So first of all, the problem, of course, is humanistic, because we want people to be in a house free as possible, and we want the walls to be as friendly as possible, and they link with the inside and outside nice as possible. Donc le Bauhaus est encore bien vivant, sans doute parce que c'est un style qui est adaptable, qui est très souple, qui est très flexible.
Mais revenons au mot Bauhaus. Ça veut dire quoi? Bau, construire, house, maison. Donc ça veut tout simplement dire construire une maison. À partir de là, posons-nous la question de savoir, mais c'est quoi une maison? Qu'est-ce qu'on veut d'une maison? Qu'est-ce qu'on ressent dans une maison? Une maison, c'est fait pour des êtres humains, donc ça doit avoir une dimension humaniste. Une maison, ça doit avoir des murs accueillants, ça doit être beau à l'extérieur, ça doit être beau à l'intérieur. So, we are talking about the shape of the house, the way the house is working together with the people inside it, or outside it, or around it. Some very, very clear laws. One, and I want to go directly into several examples that I had when I was a very young child. I came from a kibbutz to the city, Tel Aviv, which was at that time very eclectic, buildings not very beautiful. I was going to a kindergarten just at the edge of the sea, of the Mediterranean, and about 50 meters from my kindergarten, there was a building called Ketedan Pension, 3-floor building, white, beautifully organized volumes, long balustrades. The building elements were quite beautiful, and against the blue water of the sea, it was fantastic. I didn't know anything, of course, on building. I didn't know anything of Bauhaus, but I used to sneak from the kindergarten to sit in the garden of this house because it was so beautiful. Donc, ce qu'il faut également, c'est regarder la maison sous l'angle de sa forme et envisager une maison sous l'angle de son rapport, son rapport à son environnement, son rapport aux personnes qui l'habitent, son rapport aux personnes qui sont autour de la maison. Et il y a quand même quelques lois qui sont relativement claires. Et je voudrais vous donner un exemple. Quand j'étais enfant, bon, je suis née dans un kibbutz, mais très tôt, je suis arrivée à Tel Aviv. Tel Aviv, grande ville, un peu de briques et de broc à l'époque, avec beaucoup de bâtiments qui n'étaient pas tous très élégants. Mais moi, on m'envoyait au jardin d'enfants, et le jardin d'enfants était face à la Méditerranée, face au bleu de la mer. Et à côté du jardin d'enfants, il y avait ce très très beau bâtiment, un petit peu comme un grand manoir, avec des balcons. Et déjà tout enfant, je ne connaissais rien à l'architecture, bien entendu, mais déjà tout enfant, je réussissais à passer la tête au-dessus du mur du jardin d'enfants pour aller regarder les jardins de cette maison qui était magnifique. A year later, my father, who was a foreman in a housing company, took me to a new building, 5-story office building, built with steel structure, which was completely out of place in Israel at the time, Palestine at the time. But it was beautifully clad and beautifully made. And I must say that the first words I knew in any foreign language at this age was Stahl Iberal, still above all, because he was getting materials from Germany of new modern systems for building. And this is, to me, at that time, created a real love for the different shapes and different colors of a cityscape. Et un an plus tard, sorti du jardin d'enfants, mon papa, qui était à l'époque contremaître dans une société de construction, m'a amené sur un chantier. Et ce qu'ils étaient en train de construire à l'époque, c'était
c'était un bâtiment de 5 étages qui était fabriqué à partir d'une structure en acier. Or ça, c'était quelque chose de totalement nouveau pour Israël, enfin pour la Palestine à l'époque, pour Israël. Une structure en acier, c'est quelque chose qu'on n'avait encore jamais vu. Et j'ai trouvé ça magnifique, j'ai trouvé ça très très beau. Et d'ailleurs, croyez, le premier mot d'une langue étrangère que j'ai appris, c'est le mot Stahl, qui veut dire acier en allemand, parce que mon père faisait livrer les structures d'acier d'Allemagne. Et cette visite, eh bien, ça a suscité chez moi cet amour des formes et amour du beau. Well, ever since I, of course, was tending to become an architect. But this is only some slight memory of myself as a child in a changing society. The Bauhaus started in 1919. In the same year, they opened a shipping line between Trieste and Jaffa. And people of Palestine, the population of Palestine changed. Young people, young pioneers, people who went through the First World War, came to Israel to try it to Palestine at the time, of course, came and with an idea of creating a new land, a new home, new place, which would be modern and different. And it was the same year. Several years later, some of them went by the same boat back to Europe, some of them to learn in Bauhaus at the time. So there was a link between Israel, Palestine and Bauhaus right when it all started. They went to Palestine as pioneers to build a new kibbutz like Ariel Sharon or Shmuel Mestechkin, which we'll talk about later. Went to study. Others went to study in other schools, but there was a very strong will to take part in a change of the society on one hand, and the landscape on the other hand, create everything to be modern and change. Donc, c'est pas à cause de cette visite sur le chantier de mon père que je suis devenu architecte, mais je voulais juste partager avec vous ces souvenirs d'enfance. Et puis maintenant, pour parler du Bauhaus, vous savez que le mouvement est né en 1919, et très peu de temps après, il y a eu une liaison maritime qui a été établie entre Trieste et Jaffa. Et là, la population qui était établie en Palestine a commencé à beaucoup changer. Et c'est là qu'on a vu arriver les tout premiers pionniers qui sont venus après la Première Guerre mondiale et qui sont venus s'installer pour essayer de créer sur les terres de Palestine un foyer, une patrie qui soit moderne et qui soit différente. Après, beaucoup d'entre eux sont également retournés en Europe pour étudier le mouvement Bauhaus et puis sont revenus en Israël, comme des gens comme Sharon, par exemple, pour construire des kibbutz. Mais tous avaient cette véritable volonté de participer au changement et à la modernité. Especially Tel Aviv changed very, very much within these years. The building I was talking about when I was 4 years old was built by Lotte Cohen, a German architect, which didn't study in the Bauhaus. The Dizengoff Circle, who was built in the middle of the city of Tel Aviv after a competition, was built by Genia Averbuch, another woman architect, came from Germany, not from the Bauhaus, didn't study in the Bauhaus. But everybody at that time looked at the Bauhaus as a symbol, because the Bauhaus was the one who offered enough
flexibility of shape, but based on deep understanding of the needs. Clear the house, the building from ornaments, make it simple, make it easy to handle, giving much more free time to the women who live there to go out and work, and created a new concept of living. In Tel Aviv, donc à Tel Aviv, le bâtiment dont je vous parlais dont j'ai visité le chantier à 4 ans là, avait été construit par un architecte allemand qui était un élève de l'école Bauhaus et qui s'appelait Cohen. Il y a beaucoup d'autres bâtiments à Tel Aviv qui ont été construits par de nombreux architectes, soit qui étaient des élèves de l'école Bauhaus, soit qui ont été influencés par le mouvement Bauhaus, comme notamment cet architecte qui s'appelait Eva Haverburg, qui était une femme architecte, qui, elle, n'avait pas fait l'école, mais qui était fortement influencée dans son style. Parce que le Bauhaus, plus qu'un mouvement, c'était devenu un symbole. C'était le symbole de la flexibilité de la forme. C'était le symbole d'une intime compréhension des objectifs et des moyens. C'était le symbole d'une forme épurée qui permettait plus de liberté aux habitants, plus de liberté aux femmes pour aller travailler. Et c'était le symbole d'un nouveau concept de vie. In the early 30s, 3 architects that studied in the Bauhaus arrived in Israel. Aryeh Sharon, who was before that a member in a kibbutz and went to study in Bauhaus and came back. Shmuel Mestechkin, who was in Palestine and went to study. And Munio Weinraub, who was on his way to Israel. And all 3 of them came here and in no time became the 3 most important architects in the country. Au début des années 30, il y a 3 jeunes architectes qui sont arrivés en Israël. Il y avait Ariel Sharon qui s'est joint au mouvement des kibbutz, qui avait étudié l'architecture et le mouvement Bauhaus. Vous aviez Mistechki et vous aviez Munio Weinraub, qui sont tous les 3 devenus très rapidement les architectes les plus influents d'Israël. It was like the 3 apostles, you know. They separated, each one of them took part of the country. Munio Weinraub went to the north of the country, the area that was developing both agriculture and industry. A new port in Haifa, oil refineries, a large industrial area, need for housing, and he settled there and really changed the shape of this area, built factories, built housing, built public buildings, worked in the Technion, in the technical high school, university or the high school, and built there some of the faculties. Mestechkin went to the agricultural movement, to the kibbutzim, to the social agrarian combines, and there was a lot of work because at the time, now there are something like 300 kibbutzim in the land. And Aryeh Sharon went to work with the trade unions, mostly with the trade unions that was very, very strong at the time, especially building housing in the cities. Most of all in Tel Aviv, designed hospitals throughout the country at the time, and at the end, in 1948, when the State of Israel
started, he developed the general layout plan of the entire country. So in fact, these three, each one of them, Donc ces trois architectes, Sharon, Mieszewski et Weinraub, se sont un petit peu répartis la tâche dans le pays, soyons clairs. Munio Weinraub, lui, est parti au nord du pays, qui était en train de beaucoup se développer, de développer son industrie. Il y avait le grand port de Haïfa qui avait été construit. Il y avait une usine pétrochimique, une raffinerie de pétrole. Tout ça attirait beaucoup d'industries. Il fallait créer des usines, il fallait créer des logements, il fallait créer des bâtiments publics. Donc c'est ce que Munio Weinraub a pris en charge. Mieszewski, lui, il a rejoint le mouvement des kibbutz et le mouvement qu'on appelait social et agricole. Et je peux vous dire qu'il avait pas mal de boulot à faire parce qu'à l'époque, il y avait quand même plus de 300 kibbutz en Israël. Donc il a eu pas mal de travail. Et quant à Ariel Sharon, lui, il a travaillé principalement dans les grandes villes avec le mouvement des syndicats d'Israël. Et il a participé à la construction de logements dans les grandes villes, notamment à Tel Aviv, d'hôpitaux. Et en 1948, lorsque l'État d'Israël a été créé, c'est Ariel Sharon qui a pris en charge le plan général d'urbanisme de l'État d'Israël, de tout le pays. Besides being an architect, very, very busy architect in the north of the country, Munio Weinraub was a teacher in the Technion. His special line was teaching details. Detail for a building is a very important element. There is a saying, a Bauhaus saying, that God is in the details. Especially when you build a house without ornaments, your ornament is the detail. This is what really creates the feeling of a place, the feeling of a house. And he did it in a very, very interesting and nice and thorough way for years and years of students in the Technion. And I think that beside his own work, which was really full of very, very interesting details, some of them you can see here on the photographs. He really added another level of understanding of architecture. Outre son travail d'architecte, qui quand même l'occupait pas mal dans la région d'Haïfa, Munio Weinraub a travaillé en tant qu'enseignant, on vous l'a dit tout à l'heure, il enseignait au Technion et il a beaucoup enseigné l'art du détail. À l'école Bauhaus, on a coutume de dire que Dieu est dans les détails. Et c'est vrai parce que lorsqu'on dessine, lorsqu'on construit des bâtiments qui sont très épurés, qui n'ont pas d'ornement, toute la beauté du bâtiment tient aux détails. Et c'est quelque chose que Munio Weinraub a toujours fait d'une manière extrêmement élégante dans son travail. Et c'est vraiment sa contribution à l'architecture israélienne. Listening to you is fascinating, but you know, we have only 5 or 10 minutes left, so you must go to your conclusion. Can you reach a conclusion because we are running late? Sorry. We are running late, so can you get to... Are you finished? Do you still have... I think so. It can be. Terminé. Je vous remercie. Cool. Thank you. Sur les détails, nous applaudissons Dan Eitan sur cette conclusion sur les détails. Mais vous savez, vous pouvez traduire à M. Eitan ce que je vais dire. Vous écoutez, fascinant, et on pourrait se dire que vous pourriez être invité ici pour une chaire d'enseignement artistique, car je crois me souvenir que le premier titulaire était un architecte, c'était Christian de Portzamparc en 2005. Alors pourquoi pas demander à M. Prochians d'inviter M. Dan Eitan pour les années à venir. Merci encore, merci beaucoup.